Bonjour à tous. Alors, je vais laisser un petit peu de temps pour vous laisser rentrer en salle. Je vois que c'est en train de rentrer. Là, on est déjà 35 personnes. Effectivement, parce que vous êtes plus de 100 inscrits ce matin à ce deuxième visio-café consacré au Vendée Globe. Et nous sommes très heureux de vous retrouver. Voilà, bonjour et bienvenue. Je suis Carole Bourlon, responsable chez Bretagne Développement Innovation de Rolarge Innovation, donc le programme d'accompagnement des entreprises de la filière voile de compétition bretonne, avec trois bateaux aux trois premières places du Vendée Globe qui ont été conçus et équipés en partie par des entreprises du territoire. La Bretagne Sailing Valley a de quoi se réjouir. Nous allons poursuivre ce matin le bilan technique du Vendée Globe autour des sujets de l'électronique, des pilotes, des gréements et de la vie à bord. Et nous donnerons la parole au team de course avec un très beau plateau d'intervenants. Voilà, nous sommes heureux d'accueillir Pierre-François Darny, qui est directeur technique du Charal Sailing Team. Bonjour Yannick, bonjour Pierre-François, excuse-moi, bienvenue et merci d'être Bonjour, avec nous ce matin. Euh, avec plaisir. Jean-Charles Monnet, qui est directeur technique du team groupe Apicil Voile. Donc bonjour Jean-Charles. Bonjour Carole. Et enfin, pour compléter le panel, nous accueillons Romain Tanasio, donc skipper de l'IMOCA Pure Best Western, qui est le 14e de l'édition. Bonjour Romain, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Pierre-Yves Lautroux va animer cette table ronde. Bonjour Pierre-Yves. Carole. Voilà, avant de te passer la main, quelques informations importantes. Posez vos questions, il vous suffira de passer la souris en bas de votre écran. Il y a un espace questions et réponses qui va apparaître. Donc, on vous remercie de bien utiliser cet espace pour poser vos questions et pas dans le chat. Comme ça nous permettra de mieux sélectionner les questions qu'on traitera en deuxième partie de cette matinée. Voilà, j'en ai fini. Merci à tous et puis je donne la parole à Pierre-Yves. Merci Carole. Alors du coup, la semaine dernière, mercredi dernier, on avait fait un bilan un peu macro du Vendée Globe, puisqu'on avait traité essentiellement de comportement général des bateaux, d'architecture et de design, avec des invités qui étaient pour beaucoup avec essentiellement des architectes et Yannick Bestaven, le vainqueur Vendée Globe. Là, on va rentrer un peu plus dans les détails. C'est pour ça qu'on a fait appel aux équipes techniques d'une part. L'idée est un petit peu de passer en revue, un peu en mode liste, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc, on va vraiment être en mode bullet point pendant cette heure-là, essayer de balayer le plus grand nombre de sujets possibles avec à la fois ce qui n'a pas marché, les problèmes, mais aussi ce qui a marché. On va essayer vraiment de faire les deux et d'essayer d'être à la fois concret du point de vue positif et du point de vue négatif. Du coup, si vous avez des questions, on va essayer de les restreindre à ces aspects-là, c'est-à-dire qu'on va vraiment parler de matériel avec trois grandes thématiques: l'électricité, un bloc électricité électronique pilote, grosso modo, un deuxième bloc gréement, voile et accastillage du gréement, et puis un troisième bloc qui sera un peu la vie à bord, l'ergonomie, la nourriture, le sommeil, toute cette partie-là qui est extrêmement importante sur des courses qui durent plus de 80 jours. Donc du coup, j'insiste sur le fait qu'on essaie on va essayer de rester dans le sujet. Ne posez pas de questions sur le design, c'était la semaine dernière. Et les questions, si elles doivent être posées, ça sera plutôt dans le cadre de ces trois thématiques principales. Et puis évidemment, à la fin, on essaiera de se projeter un peu sur la suite et de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut plus faire pour la préparation du prochain Vendée Globe et surtout de la prochaine Jacques Vabre et de la prochaine Route du Rhum, parce qu'il y aura beaucoup de courses intermédiaires. Avant un petit peu de rentrer dans les détails, je voudrais faire un petit point de méthode avec nos trois invités. Les teams n'ont pas eu beaucoup de vacances, les skippers n'ont pas encore eu beaucoup de vacances, parce que d'abord, il faut relancer les projets, et d'autre part, parce qu'il y a eu une phase de débriefing assez importante. Et je voulais savoir un petit peu, justement, chacun votre tour, que vous nous expliquiez comment vous mettez en œuvre ces débriefings. Est-ce que c'est une réunion de 3 heures, avec chacun vient avec sa liste? Est-ce que c'est quelque chose de très procéduré? Est-ce que ça dure longtemps? Comment vous arrivez à balayer tous les sujets? Donc, un petit point peut-être méthodo sur la manière de faire. Et je ne sais pas qui veut commencer. On va commencer avec Pierre-François Darny chez Charal. Donc, on a aussi choisi des tailles d'équipe un petit peu différentes pour vous montrer les manières différentes de travailler et de fonctionner. On va commencer avec Charal, qui est une grosse équipe, on peut dire.
Pierre-François, comment vous avez, fait votre débriefing technique du Vendée Globe? Est-ce qu'il est terminé? Eh ben, non, il n'est pas terminé. On a fait un débriefing tout de suite à l'arrivée du Vendée Globe avec Jérémy et l'équipe technique pour l'objectif numéro 1 étant de préparer le chantier d'hiver. C'est vrai que même si on communique tout au long du Vendée Globe et que du coup on peut commencer à préparer le chantier, il y a toujours des petites choses où finalement Jérémy a dit bon ça je vous en avais pas parlé, c'est parce que c'était un détail, mais il faudra quand même qu'on travaille là-dessus pour la suite. Donc il y a eu ce débriefing là dès les Sables d'Olonne. Ensuite un autre à l'arrivée, on va dire un peu plus en plus petit comité sur la partie sportive. Et ensuite, un autre quand le bateau est sorti de l'eau. Et là, on donne les priorités pour le chantier d'hiver. Donc, toute cette partie-là a déjà été faite dès l'arrivée. Mais ensuite, pour un débriefing un peu plus détaillé, plus profond et se projeter vers le prochain Vendée Globe, ça demande quand même pas mal de travail, de préparation de la part de Jérémy, de la part de l'équipe technique. Et du coup, on avait prévu de poser, chacun puisse prendre un petit peu ses congés. Donc, Jérémy au mois de mars, moi au mois d'avril, parce qu'il fallait que je lance le chantier d'hiver avant de pouvoir partir. Et c'est à partir de la semaine prochaine qu'on a ces débriefings. Donc, on en a 3 de prévus. Un avec Jérémy, Vincent et moi, Vincent étant le directeur administratif de l'équipe et Jérémy Bayou, le skipper. Et ensuite, une autre avec l'équipe technique qui va travailler sur la préparation de la Jacques Vabre, mais aussi, en fait, on a pas mal de prestataires qui sont là pendant le chantier d'hiver, mais avec l'équipe restreinte, ceux qui sont en CDI, en fait, on part faire un débriefing qui va durer une demi-journée et qui a pour objectif de vraiment poser les bases des 4 prochaines années, sachant que le projet aujourd'hui va jusqu'au Rhum, mais que les discussions sont bien avancées pour aller plus loin. Donc, on attend le retour de Charal, mais en tout cas, on se projette vers le Vendée 2024. Donc, différents niveaux en termes de timing et de profondeur de débriefing en fonction de l'urgence et des échéances de courses qui arrivent. Exactement. Romain qui nous écoute et qui va nous parler depuis sa voiture sur le parking à Port-la-Forêt. Romain, toi, quelle est la méthode de mise en œuvre justement pour ces débriefings techniques? Nous, en fait, on a quelques paramètres différents par rapport à ce qui vient d'expliquer Pifou. C'est que alors nous, effectivement, oui, on parle des problèmes pendant la course au fur et à mesure. L'équipe à terre fait la job list et moi, je la fais aussi. Et la première priorité quand on arrive, c'est de réparer le bateau, en fait. Donc là, on se réunit, je crois qu'on s'est réunis au Sable le lendemain de mon arrivée pour déjà dire, bon, il y a ça à faire, ne serait-ce qu'il y a ça à faire pour pouvoir ramener le bateau en sécurité à son port d'attache. Et après, alors nous, on garde pas le bateau parce qu'on change de bateau. Donc, c'est vrai que la job list était un peu allégée et on s'est plutôt concentré sur le nouveau bateau. Donc, on a commencé à réparer ce qu'il fallait sur le bateau. Et puis ensuite, nous, on est une petite équipe avec beaucoup de sous-traitants. Finalement, les débriefings se font avec les sous-traitants. Et là, pour le coup, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je suis allé, par un exemple concret, je suis allé chez Norsail avec les voiles pour les checker et voir ce qui avait été, ce qui n'avait pas été. Et il y a eu des problèmes avec certaines, d'autres, c'est le problème d'usure. Donc, on a fait un petit débriefing de ça et qui doit servir pour la suite. Pour le coup, là, ça sert même pour un bateau différent. Voilà. Ça marche. Toi, Jean-Charles, chez Apicil, comment se passe cette phase-là? Donc sur l'IMOCA Group Apicil, donc le débrief n'est pas terminé encore. Il s'organise en plusieurs points. D'abord en mer, quand on est en communication avec Damien, forcément on liste tous les soucis qu'il a rencontrés, mais aussi tous les bons points, tout le matériel qui marche bien. Et voilà, ça permet de valider les choses. Ensuite, on n'a pas fait de débriefing au Sable d'Olonne. On en a fait un une semaine après être retourné en Bretagne avec un petit comité avec l'équipe, mais c'était assez informel.
Ensuite, avec Damien, on est allé rencontrer les différents fournisseurs, donc en électronique notamment, pour débriefer sur la partie pilotage notamment. Après, il y a eu un gros travail de contrôle du bateau, donc ça a pris pas mal de temps en fait. Donc on contrôle complètement le bateau, donc que ce soit la coque, les appendices, le gréement. Tous les axes, donc ça justement, on voit où le bateau, comme si le bateau a bien travaillé ou quelles sont les zones à reprendre. Donc ça a pris pas mal de temps et ça a donné aussi pas mal de matière pour le débriefing. Donc voilà, et ensuite sur la partie sportive, il fallait qu'on relance un peu notre machine aussi à l'arrivée du Vendée. Donc on a vraiment travaillé sur les priorités. Donc on avait beaucoup de travail à faire pour préparer la suite. Et donc voilà, on a joué avec les priorités. Et là, maintenant que la machine est lancée, on va pouvoir se repencher dans le Vendée Globe et plus sur la partie sportive et qui va nous aider derrière aussi à fixer nos objectifs pour la suite, quoi. Mais voilà, c'est plutôt un débriefing qui se fait sur une longue période. Et nous, on est une petite équipe aussi, donc c'est assez facile de regrouper l'équipe pour débriefer. Et donc, ça se fait plus de manière informelle, même s'il y a des temps dédiés, quoi. Ça marche. Donc, on a bien compris que c'était une période quand même qui était assez intense. Les semaines post-Vendée Globe sont, même s'il y a un petit peu de vacances de ci de là, on a compris que c'était des périodes intenses et importantes pour la suite. Alors, on va passer aux choses très concrètes avec le premier secteur qui est la partie électricité électronique pilote. Alors, allons-y. Qui veut prendre la parole en premier pour dire un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné? On peut peut-être commencer avec toi, Jean-Charles. Du coup, comme tu es à l'écran, qu'est-ce qui est, du point de vue du bilan technique, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le groupe Apicil en matière dans ce secteur-là, qui est extrêmement important et qui est régulièrement et assez naturellement source de soucis techniques, quelle que soit d'ailleurs la longueur des courses, hein. Oui, alors du coup, c'est important quand on parle d'électronique. En fait, il y a l'électronique et puis il y a les soucis qui peuvent venir de la connectique, par exemple, qui vont générer des problèmes d'électronique, mais l'électronique n'est pas en cause, quoi. Donc, nous, le bilan qu'on fait concernant le pilotage, donc l'électronique et notamment le pilotage sur groupe Apicil, c'est que donc Damien était très content du pilote. Donc nous, on est équipé avec un pilote NKE, un processeur HR, la dernière version de processeur HR. Donc, il était vraiment, vraiment content de ce pilote-là, notamment sur les modes target. Ça veut dire que, par exemple, le bateau, il y aura une consigne par rapport à une throwing angle, par exemple, par rapport à l'angle au vent. Et le pilote va évoluer dans une fourchette de target qui sera la gîte ou la vitesse, quoi. Et donc, cette target de gîte-là, c'est essentiel parce que le pilote barre exactement comme un barreur pourrait barrer les yeux fermés. Et voilà, un barreur, ça barre avec les fesses, ça barre pas forcément avec les instruments. Et c'est exactement ce que le pilote va reproduire, quoi. Donc ça, on était vraiment, vraiment contents, hein. On a utilisé ce mode-là une bonne partie du Tour du Monde au portant, parce que c'est vraiment au portant que ça donne un maximum d'avantages. Donc ça, on était assez contents de ça. Ensuite, on essayait, on va dire depuis quelques temps, mais on est les seuls à avoir ça, une centrale inertielle à fibre optique de la marque KVH et la Geofog de chez KVH. Et donc là, on était vraiment, vraiment contents. On n'a jamais eu de coupure, jamais eu de biais. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'on avait assez peu de retours sur ce matériel-là. Et donc, on était en quelque sorte un peu en test de ce matériel. Donc, on était vraiment contents. Donc, voilà, ça, c'est pour les choses qui ont vraiment bien marché sur l'électronique. Ensuite, ce qui a moins bien marché, en fait, j'ai envie de dire, c'est plus lié à des périphériques. Par exemple, sur groupe Apicil, on a nos vérins de pilotes qui sont dans des boîtes qui sont censés être étanches dans le cockpit parce que les vérins sont directement branchés sur le palonnier, donc sur le palonnier de mèche de safran, pas sur une fauche mèche au milieu, malgré qu'on ait une barre centrale.
on a choisi de rester dans cette configuration-là pour travailler directement sur la mèche. Et aussi, si on a un problème dans le système de barre, que notre pilote continue à fonctionner. Donc ça, c'est l'avantage. Et l'inconvénient, c'est que les vérins doivent être dans le cockpit, dans une boîte étanche. Et il s'avère que cette boîte-là n'était pas aussi étanche qu'on pensait. C'est-à-dire que le couvercle de la boîte n'était pas suffisamment apprêté, notamment, et donc pas suffisamment étanche. Damien aussi a dû rouvrir la boîte, parce qu'on avait une checklist pour la descente de l'Atlantique. Il devait ouvrir les boîtes, vérifier les vérins. Et forcément, tout ça, ça apporte des manipulations qui peuvent engendrer des prises d'eau. Et en fait, donc en fait, on a eu, sans vraiment s'en rendre compte, de l'oxydation dans la prise qui a derrière, dans une des prises des vérins, qui derrière a généré des court-circuits dans la ligne de puissance du pilote. Et derrière, ça a engendré des problèmes d'embrayage. Voilà, donc ça, c'était assez... C'est un tout petit souci, en fait. C'est souvent ça, d'ailleurs, en électronique. C'est jamais des gros problèmes, mais qui génèrent des grosses galères, on va dire. Et donc, ça, c'était autour du 17 décembre ou 7 décembre, je ne sais plus. Donc, quand on entend problème de pilote à bord d'Apicil, en fait, au départ, c'est un problème d'étanchéité de la boîte dans laquelle il y a la connectique de vérin, quoi. C'est ça. Et donc ensuite, une fois qu'on se rend compte qu'il y a un problème d'embrayage, en fait, on part sur une liste de vérification et à tort, je pense qu'on a passé un step. En fait, on n'est pas allé au fond d'une vérif, et parce qu'on pensait que c'était pas ça, et on avait des indicateurs qui nous montraient que c'était pas ça, et en fait, on allait un peu trop vite et ça a mis plus de temps à réparer. Alors sinon, ça aurait été quelque chose qui aurait été très réparable assez rapidement, et finalement, ça a duré une bonne journée, quoi. Donc voilà, ça peut générer des soucis pour le bateau, parce qu'un bateau sans pilote, quand il y a du vent, dans de la mer, c'est compliqué. Donc voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, toujours lié à l'électronique, en fait, donc on entend souvent parler sur les bateaux des problèmes d'aérien. On va dire, je pense, à 90% jamais un problème d'aérien, mais plutôt un problème de câblage. En tout cas, nous, sur notre bateau, sur Groupe Apicil, on a des câbles qui passent dans des chaussettes. Et donc voilà, donc ça, pourtant, on avait bien checké ça. On avait refait, lors d'un chantier d'été, on avait pris du temps sur le mât, on n'avait pas trop eu le temps l'hiver. Et donc voilà, on avait checké ça. Et en fait, les aériens sont connectés avec le câble, avec deux prises, avec une prise mâle, une prise femelle. Et donc, il y a deux aériens de tête. Et ces deux prises-là, il y avait été fixé en tête de mât, et la fixation n'était pas vraiment adaptée. Ce n'est pas à défaut d'y avoir passé du temps, mais en tout cas, il s'avère que ce n'était pas la bonne, donc là aussi, bonne méthode. Juste pour résumer un tout petit peu, parce que sinon ça va être très très long, c'est juste là aussi, il y avait un problème de connexion plus que le problème de hardware, quoi. C'est ça. Et donc, en fait, il y a eu un problème de connexion, et ce qui a fait qu'en fait, les deux prises les deux aériens étaient branchés au même endroit, et ce qui fait qu'on a perdu les deux aériens, on va dire, coup sur coup, quoi. Donc, voilà. Donc, après ça, on a mis en place un système de backup avec un aérien de perche le temps que les conditions se calment. Et Damien, ensuite, est monté au mât et a chanté les prises, a dénudé des câbles avec les dents et a mis des wagons pour, voilà. Et ça a fait un demi-tour du monde sur des wagons. Donc, bon, ça, c'est quand même pas mal. Donc, sur la partie électronique, voilà ce qu'on a rencontré. On n'a pas eu de problème d'électronique, on a eu des problèmes plutôt dans la mise en œuvre. Voilà. Ok, ça marche. Romain, peut-être, est-ce que tu veux nous partager, toi, tes misères et aussi ce qui a fonctionné? En électronique particulièrement, très peu de choses. On avait, effectivement, tu disais tout à l'heure, l'électronique, c'est une grosse source de problème, et quand ça marche plus. En gros, sur le bateau, ton pilote, c'est ton meilleur copain. Donc, et alors, je rigolais aussi parce que les vendeurs de pilotes se plaignent parce qu'on dit toujours on a un problème de pilote. Et c'est vrai que souvent, c'est pas le pilote qui marche pas, c'est soit la connectique, soit quelque chose qui est lié au pilote, mais en général, rarement le pilote en lui-même. Moi, j'avais changé toute l'électronique du bateau parce que j'avais peur d'avoir des problèmes. Donc, on avait tout refait. Et on avait j'avais un pilote H3000 de chez Brooks, qui était un pilote d'ancienne génération, qui barrait pas très bien. Et je trouvais qu'à la route du Rhum, notamment, je n'allais pas assez vite à cause de ça.
À un moment, je me suis dit, ça sert à rien d'avoir une voile neuve si le pilote, si le bateau il zigzague. Ou comment ça fait, le bateau il off tant qu'il peut parce que le vent forcit, et puis après il tire la barre et puis il part plein vent arrière parce qu'il a trop loffé. Bref, il est toujours en retard sur ce qu'il doit faire et c'est problématique. Donc j'ai cassé la tirelire et j'ai acheté une centrale inertielle. C'est gros comme une boîte à chaussures et ça coûte 45 000 €. Ça permet de faire décoller des fusées notamment. Mais ça améliore beaucoup les performances du pilote, sauf que sur mon H3000, ça marche pas très bien. Donc après, on est finalement passé en H5000 et là, la centrale marchait. Donc c'était un peu empirique, mais c'était un peu malheureusement les stratégies des petites équipes, parce que un système de pilote, ça coûte très cher, plus de 100 000 €. Donc on avait dit, on va déjà acheter la centrale et puis ensuite on va l'adapter sur ça. Et puis ça marchait pas. Au final, on n'arrive pas à 100 000 €, mais on arrive quand même à très cher pour avoir quelque chose qu'on aurait peut-être pu aller directement à la bonne solution. Bon, voilà. Donc ça, c'était bien. Effectivement, les aériens. Alors, Jean-Charles, moi, j'ai perdu un aérien parce qu'il était mal fixé, je pense. C'est vrai qu'en tête de maille, vous imaginez un peu comme ça tape là-haut, à 30 mètres de haut. Mais en 2016, j'avais grillé mes 2 cartes dans un orage. Donc ça, pour le coup, c'était les aériens qui tombent en panne et c'était très chiant. Parce que c'est un peu d'ailleurs les problèmes des pilotes, c'est qu'on se retrouve rapidement avec des super pilotes qui ne marchent plus bien du tout parce qu'il y a un élément qui ne marche plus, notamment en aérien. Donc on ne peut plus naviguer en mode vent, et pas naviguer en mode vent sur un IMOCA, c'est difficile en mode compas. Voilà, après je check tout le temps, donc j'allais voir très régulièrement pour assécher, pour éviter qu'il y ait de l'eau. Il y a toujours un peu d'eau qui se promène dans un IMOCA et il ne faut pas que cette eau elle aille dans un endroit où il ne faut pas. Moi, je passais beaucoup de temps, pas tous les jours, mais notamment après les coups de vent, à bien aller éponger tout le bateau, justement pour pas qu'il y ait de l'eau qui vienne traîner quelque part. Et puis quand on rentre dans le bateau, c'est vrai qu'il faut faire attention à pas mettre de l'eau partout. Mais mes sponsors, notamment les gens qui sont dans l'industrie, sont souvent étonnés. Ils me disent, mais c'est incroyable, on rentre dans ton bateau, tout est apparent, on a quasiment les fils, et les fils sont quasiment, j'exagère, mais dénudés sur le tableau. Alors que nous, dans les entreprises, on a 3 coffres de sécurité avant de pouvoir voir le moindre câble. Je dis, oui, mais nous, il faut que ce soit léger. Donc on enlève tout superflu, mais après, ça demande de faire attention. Pas de souci majeur sur ce secteur-là, quand même, globalement, hein, d'après ce que tu dis. Non, aucun souci. Vraiment, de ce côté-là, c'était nickel. Moi, j'ai eu des problèmes de main, on en parlera peut-être à l'heure, des problèmes de voile, mais voilà, peu de problèmes d'électronique. Pifou, comment ça s'est passé sur Charala? Écoute, pas énormément de problèmes d'électronique non plus. C'était un gros problème sur le Vendée Globe 2016 et du coup, on a fait très, très, très attention pour le Vendée Globe 2020 et dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Un pilote, donc nous, on est en pilote BNJ WTP avec une surcouche Pixel, donc Exocet Silver de chez Pixel. Donc, point de vue pilote, vraiment aussi une super amélioration par rapport à il y a 4 ans, une belle progression. Et voilà, on a eu quelques problèmes d'électronique et notamment d'aérien un mois avant le départ et sur le convoyage pour descendre au Sable d'Olonne. Donc, on a senti une épée de Damoclès au-dessus de notre tête pendant tout le Vendée Globe, mais au final, ça s'est très bien passé, aucun problème d'aérien du début jusqu'à la fin. Et puis voilà, une nuit, enfin c'était la nuit en France, mais c'était le jour pour Jérémy compliqué dans les mers du Sud le 21 décembre là. Mais bon, pour un petit problème de rien du tout, hein, un GPS qui était configuré en DGPS et la zone n'était pas couverte en DGPS, du coup le GPS s'est perdu. Mais c'est rien du tout, juste un changement de GPS à faire, mais ça nous a pris quand même 3 heures pour trouver le problème. Donc entre 3 heures et 6 heures du matin, heure française, dans la nuit de l'hiver, et avec un Jérémy forcément dans une situation compliquée parce qu'il avait le GPS étant sur les 2 lignes de pilote. Il avait beau changer de pilote, ça ne changeait rien. Et du coup, on a mis un peu de temps à trouver le problème. Donc voilà, il y a eu un moment difficile. Mais en dehors de ça, franchement, on est super content de la façon dont c'est passé en électronique. Et c'est forcément l'expérience des Vendée Globe précédents. Et vraiment aucun compromis de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on a choisi les solutions, quitte à choisir les solutions les plus lourdes. Tous les câblages étaient doublés, même quand ce n'était pas forcément nécessaire. On a fait attention à ce que tout soit bien étanchéifié.
tout assez haut dans le bateau aussi pour qu'en cas de prise d'eau, on ait de la marge. Et du coup, ça nous a plutôt souri. Ça marche. Il y a des premières questions qui sont en train d'arriver. Il y en a deux qui sont intéressantes. Vous aviez, pour beaucoup, vous aviez le système Oscar à bord. On va rappeler ce que c'est, hein. Ce sont un ensemble de caméras en tête de mât qui essayent de détecter les ovnis. Pifou, quel bilan vous en faites sur… Il était à bord de Charal, hein. Quel bilan vous en faites sur ce tour du monde-là? On a pas mal travaillé avec en amont du Tour du Monde et notamment pour le relier à l'Exocet. Et du coup, on était assez contents. Ça s'est bien passé sur la préparation. Malheureusement, sur le Vendée Globe, ça a pas fonctionné comme on le souhaitait. Alors, évidemment, je jette la pierre à personne. C'est un concours de circonstances, comme souvent. Mais ce demi-tour qui ruine quand même notre Vendée Globe est dû à pas mal de choses, mais dont un impact sur le safran. L'Oscar n'était pas fonctionnel à ce moment-là, donc voilà, on ne peut pas dire s'il aurait fonctionné ou pas, mais en tout cas, il n'était pas allumé. On avait une impossibilité temporaire de l'allumer. Et ensuite, sur le reste du Vendée Globe, il a fonctionné jusqu'au cap de Bonne-Espérance. Donc, sur toute la descente de l'Atlantique, il était fonctionnel et il n'a pas détecté d'OVNI. Et ensuite, il est tombé en panne à Bonne-Espérance. On a essayé pendant quelques jours de trouver des solutions pour le réparer, mais en fait, on a découvert à l'arrivée que c'était le câble aussi, toujours ces problèmes de câble. Le câble Ethernet qui était un peu light, mais une fourniture standard, hein, enfin fournie avec l'appareil. C'est pas nous qui choisissions le modèle. Et en fait, ce câble s'est usé et du coup a fini par pas par casser, mais les données ne passaient plus, quoi. Donc, la moitié du tour du monde avec un Oscar fonctionnel, mais on n'a pas rencontré d'OVNI sur cette partie-là. Et la deuxième partie du tour du monde avec un Oscar non fonctionnel, et on a eu la chance de passer. De pas toucher. Bon, c'est un enjeu crucial, hein, dans le futur pour tous les coureurs, hein, parce qu'on a vu le nombre de collisions qui ont arrêté la course pour beaucoup. Jean-Charles, sur Apicil, il y avait Oscar ou pas? Non, on n'était pas. D'accord. Et toi, Romain? Ouais, alors pour moi, c'est fondamental, hein, ce dossier-là. Il faut le gérer, il est très compliqué, mais je peux vous assurer que, on parlait des films que j'ai envoyés tout à l'heure, quand je suis arrivé à Bonne-Espérance, c'est l'endroit où j'ai tapé il y a 4 ans. Il y a toutes sortes de choses, il y a beaucoup d'animaux, et c'est plus possible de naviguer sur la roulette russe sans savoir si on va se taper un truc ou pas. Donc ça, pour moi, c'est le dossier principal à développer. Donc j'avais Oscar parce que c'était un premier pas vers ça. J'avais tapé il y a 4 ans au même endroit, hein. J'avais cassé mes 2 safrans. Donc je voulais vraiment assurer. Oscar, ça détecte pas ce qu'il y a sous l'eau, c'est clair. Ça détecte ce qu'il y a un peu sur l'eau. Moi, je trouve l'énorme avantage que ça a, déjà, c'est qu'on peut voir devant. On voit, alors lui, il voit à 600 mètres, mais nous, quand on regarde la caméra, on voit l'horizon, quoi. Donc, on voit tout. Plus besoin de passer la tête, ne serait-ce que pour regarder les bateaux qui sont devant. Ça, c'est déjà bien. De la nuit comme le jour. J'ai tapé un truc à un moment dans le sud, en arrivant à Bonne-Espérance, et c'est vraiment pas de bol, mais encore une fois, un concours de circonstances. Mais j'ai dû éteindre Oscar 3 heures parce que je sais plus ce que j'avais. Je dois avoir un problème quelque part de batterie, et c'est au même moment où je tapais. Bon. Et après, il est tombé en panne 5 jours avant l'arrivée, et c'était le même système que décrivait Pifou juste avant. Problème de câble, effectivement, je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur ce câble qui marchait plus. Et c'était pas de bol parce que c'est quand Boris a tapé le pêcheur avant d'arriver, c'est vrai que ça nous a tous mis la pression. Donc j'avais tout allumé, et évidemment, Oscar tombe en rade les 3 derniers jours, donc j'ai tout fait au radar. J'avais les yeux rivés sur le radar les 3 derniers jours, tellement j'avais peur de m'emplafonner un pêcheur, parce qu'on passe quand même de peu de monde, voire de personnes, à un petit peu de monde dans l'Atlantique. Après, et une fois qu'on passe le rail entre Ouessant et Cap Finistère, ça y est, là c'est parti. Il y en a dans tous les sens, beaucoup le long du Portugal avec pas d'AIS, et des bateaux qui sont mal éclairés. Enfin, vous savez, on voit pas, les gars travaillent à bord, donc ils ont des néons pour les éclairer, on ne voit plus le rouge et le vert. Des fois pas d'AIS, et puis des filets après avec des bouées, des gyrophares orange. Donc on est bien paumé. Donc il faut travailler et ce système-là pour les anti-collisions, et ça, le radar peut prendre le relais. Mais ensuite, pour tout ce qui est OVNI, là, c'est le gros dossier. Si des industriels nous écoutent et ont envie d'investir beaucoup d'argent, on a beaucoup d'idées pour eux.
Ouais, il faut rappeler que Oscar est un produit qui est encore en développement. Il équipait une bonne quinzaine de mémoires de bateaux sur le Vendée et c'est un produit encore récent et qui réclame encore beaucoup d'acquisition de données. Notamment, vous partagez tous, entre vous tous, vous partagez les données et les images que la machine prend régulièrement. Et on imagine qu'il y aura donc du coup un nouveau câble dès la saison prochaine qui sera un petit peu plus épais. Et plus il y a de données, plus ça va marcher. Donc, effectivement, depuis D'accord. 2 ans, on partage tout ça, tout à fait. C'est le deal, en fait, avec eux. Romain, on reste avec toi 2 petites secondes. Quelque chose qui était assez frappant sur ce Vendée, c'était la qualité des liaisons, qu'elles soient audio ou vidéo. Et en particulier, on n'a plus l'impression de vous appeler avec des téléphones par satellite, mais beaucoup de choses qui passaient par WhatsApp. Vous avez tous été équipés avec des moyens de communication plus importants en termes de débit. Quel bilan on peut faire sur cet aspect-là? Ouais, j'avais tout fait il y a 4 ans avec le Fleet 250. Et cette année, avec Certus, on a un partenariat avec la classe. Donc, on avait tous un nouveau système, en fait, qui est un développement du système Iridium. Et alors déjà, en termes de communication, on en avait beaucoup plus. Pour donner un ordre d'idée, il y a 4 ans, j'avais 3 gigas pour 11 000 euros. Cette année, j'avais pour le même prix 60 gigas. J'en ai consommé 35. Donc, 4 ans, je n'allais pas sur Internet, quoi. Je me rappelle être allé, je crois que quand Thomas Ruyant avait cassé son bateau en deux, je crois que j'étais allé une fois sur Internet pour voir s'il y avait une photo, parce que je n'arrivais pas à me rendre compte ce que ça pouvait représenter, ce bateau cassé en deux. Alors que cette fois-ci, c'était complètement différent. Et alors oui, la communication marchait très bien. En plus, pour envoyer les films, c'était assez simple, parce que avant, on devait avoir un système de caméras extérieures, quelque chose qui récupérait les données des caméras, on envoyait ça tout sur le PC, puis on avait un petit logiciel qui permettait de monter, de compresser et d'envoyer. Et c'était très long. Je faisais ça avec un caméscope aussi en portable. Donc là, et puis ça coûtait une fortune. Je crois qu'on avait dépensé 25 000 euros il y a 4 ans. Cette fois-ci, avec une GoPro et un iPhone 11 Pro. Alors, je crâne avec mon iPhone 11 Pro, mais sur le bateau, c'était vraiment génial. Ça coûte 2 500 euros, je crois, les deux. Et ce qui fait très cher pour se l'acheter, pour l'avoir dans la poche, pour téléphoner, on est tous d'accord. Mais sur un bateau, c'est quand même, ça change du tout au tout. Les images sont top et on fait les films et tout le bateau maintenant est en Wi-Fi. Donc on envoie le film de l'iPhone vers la connexion et ça part directement à terre. Donc ça, pareil, beaucoup plus simple pour faire des films, ce qui permet de faire des films plus dans l'action. Et on avait en communication, moi je communique pas trop par téléphone, je faisais un peu par WhatsApp, alors oui, plus qu'avant, avec mon équipe, même avec les copains. Les copains souvent étaient étonnés de me dire, tiens, on t'envoie un message, tu réponds. Je dis, bah, oui, comme à terre. Et on avait même un WhatsApp entre les skippers pour discuter entre nous. Et quand on avait un problème technique, on faisait un petit WhatsApp, comme on fait à terre, avec un petit groupe dédié à ce problème-là. Et alors beaucoup me disent, ah, vous êtes plus en solitaire. Je fais, il faut envoyer une voile, on est quand même tout seul pour l'envoyer. Et puis c'est un peu de texte, mais disons que c'est du texto amélioré, quoi. Et, en tout cas, plus de débit et plus d'ergonomie, en tout cas pour les skippers, quoi. Complètement, ouais. Rien à voir. Enfin, tu imagines. Voilà. Jean-Charles, pour le coup, sur les 60, j'en ai consommé 35 sans faire attention. D'accord. Jean-Charles, sur Apicil, même vision de ce dossier-là. C'était à la fois plus fluide et plus puissant qu'avant? Oui. Et puis, il y a un élément qu'on a installé sur Apicil. Donc, en fait, on avait une OCN Box qui agit un peu comme un filtre sur les connexions. Donc, en fait, on avait une Certus et un Fleet. Le Fleet en backup et aussi pour faire de la vidéo en live, c'était un peu meilleur de par les caractéristiques. Et en fait, donc, pour revenir sur l'OCN Box, par exemple, nous, on a consommé 7 gigas sur l'ensemble du Vendée Globe, ce qui est ridicule, quoi. Damien, il a quand même bien communiqué. En météo, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et il a consommé 7 gigas sur l'ensemble du Vendée, quoi. Donc, ce qui est quand même minime. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas le forfait qui correspond à ce qu'on a consommé, quoi. Soit c'est pas assez, soit c'est beaucoup trop, et c'est souvent comme ça. Et donc là, on va mettre à la poubelle pas mal de gigas parce qu'il faut qu'on les consomme avant le mois de juillet. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a cette partie communication, puis il y a cette box, la l'OCN Box, qui nous a vraiment
apporté beaucoup de sérénité, en tout cas, sur la partie consommation et aussi beaucoup d'automatisme. En fait, il y a beaucoup de choses d'automatisées. Donc ça c'est vraiment un super point. Donc ça c'est Après, une boîte qui permet en gros d'optimiser les flux, si je comprends bien, hein. C'est-à-dire que ouais, genre, en fait, ça ça empêche les filtre. mises à jour. En fait, par exemple, Empêche les mises à jour d'iPhone, par exemple. Par exemple, sur un PC Windows, c'est quasiment impossible. Enfin, il y a toujours des mises à jour qui se font, même si on bloque les mises à jour. Il suffit de réinstaller un petit logiciel qui va réouvrir des mises à jour. Et en fait, cette box-là, elle va filtrer tout ça. Elle va nous autoriser aussi à aller que sur certains sites qu'on a autorisés. Donc ça, c'est important. Ça va aussi, avec quelques petits autotis, ça va aussi réduire la taille des fichiers. Donc ça, c'est assez intéressant. D'accord. Pour rejoindre, pour la partie WhatsApp, ça, c'était ce qu'on s'est rendu compte avec Damien, c'est que WhatsApp, c'était hyper intéressant, hein. C'est rapide, ça permet d'avoir une communication rapide, mais sans filtre. Donc ça va quand la personne qui est en face de toi, en l'occurrence, moi, à chaque fois que j'écrivais un message WhatsApp, je n'écrivais pas un message WhatsApp comme si je parlais à un copain. Tous les mots qui étaient écrits étaient pesés. Et ça peut être très rapide d'envoyer un message en pensant que le gars, il est chez lui, quoi. Et donc ça, c'est un petit peu le défaut de WhatsApp, c'est que il faut, pour moi, je pense, ne surtout pas donner son numéro de téléphone de bord à son entourage, hormis l'entourage proche. Ça, pour moi, c'est le truc de base. Et ensuite, un autre point sur WhatsApp, c'est que nous, on l'utilisait en phonie, en fait, avec Damien, hein, quand on s'appelait essentiellement WhatsApp parce que pour une question de coût et de qualité aussi, parce que en fait, tout ce qui passe en data, donc l'appel WhatsApp, est facturé et déduit de notre forfait. Alors que si on s'appelle avec le combiné de l'Iridium, enfin de la Certus, bah ça passe en hors forfait. Et donc, c'est assez intéressant. Voilà, c'est pour ça qu'on était assez contents. Et sur la Certus, il y en a eu une demi-journée de coupure, mais c'était quasiment pour l'ensemble de la flotte, c'était lié au provider. Mais le reste, tout a fonctionné nickel. Et puis, du coup, on a aussi un petit peu utilisé le fleet, justement, dans ces moments-là où on avait un forfait qui était modulable, quoi. Voilà. D'accord. Une question, je pense, très intéressée de Sébastien Marseille qui doit préparer la suite. Sébastien qui travaillait avec Romain sur ce Vendée Globe-là. Et Sébastien, il demande, est-ce que le coût de l'Oceanbox, matériel plus abonnement, est rentable par rapport au coût de la data? Ouais, je pense sincèrement, ouais. Sincèrement, oui. Parce que par exemple, 2000 €, je crois, avec une. Alors, j'ai pu l'utiliser quoi? C'est 2000 € le Sandbox et ça doit être 120 € par mois, je pense. Ouais, 120 € par mois. Non, mais c'est sûr que c'est rentable sur des courses. En tout cas, après, le problème, c'est que nos bateaux, ils naviguent pas 12 mois par an. Ouais. Mais par contre, sur les courses, c'est impressionnant. Par exemple, sur une Transat, nous, on est à 500 MO. Par exemple, une Jacques Vabre, c'est 500 MO. J'en connais qui consomment 6 gigas, quoi. Voilà. Et 500 MO sans trop se brider, quoi. Voilà, en prenant des images chat, tout ça. Donc voilà, bon, c'est juste pour info, je pense que c'est un bon produit. Je ne sais pas si tu partages ça, Pierre-François. Mais... Si, bien sûr, c'est ça qui a ouvert le WhatsApp en H24, en fait. Hein. Avant, le skipper se connectait et se déconnectait. Et il fallait surtout penser à se déconnecter. Maintenant, il n'y a plus ça. Le bateau est connecté en permanence grâce à cette box. Et nous, c'est pareil, de consommation. Nous, on avait un abonnement 6 gigas sur la Certus et on en a consommé 5. Et après, sur les fleets, en tout, on avait une dizaine de gigas et on en a consommé une petite moitié, quoi. Donc, c'est sûr. On a beaucoup plus consommé qu'en 2016 où il était avec un Iridium portable seulement. Mais c'était plus un accident. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et après, je partage aussi l'avis de Jean-Charles sur le WhatsApp. Je pense que c'est très intéressant pour les skippers. Enfin, je pense que c'est Romain qui en parlerait le mieux. Mais pour l'équipe à terre, c'est pas si facile le WhatsApp parce que du coup, ça fait des messages. C'est très facile d'envoyer un message. Il y a beaucoup moins d'appels. Hein. Moi, Jérémy, sur le Vendée Globe 2016, je l'avais quasiment une fois par jour. Sur le Vendée Globe 2020, j'ai dû l'avoir 3 fois au téléphone.
Par contre, des WhatsApp très, très souvent. Et du coup, on ne sait pas toujours s'il faut réagir tout de suite, s'il faut. Enfin, voilà, il n'y a pas le ton. On ne se rend pas forcément compte si c'est très grave. Et nous, à terre, on a tendance à s'inquiéter, on va dire, peut-être plus vite que ce qu'il faudrait. Donc, de temps en temps, on va surréagir alors que une fois que tu échanges 3 messages avec lui, tu te rends compte qu'il te donne juste ça pour info et qu'il n'y a pas du tout d'intérêt de commencer à travailler dessus maintenant. Ou alors, d'autres fois, on va dire, bon, bah, ça, c'est bon, c'est un détail. Et puis, au bout de 3 minutes, il va envoyer un message en disant allô, Pifou, tu fais quoi là? T'es là ou pas? Parce que je viens de te. Oh, pardon, excuse-moi, je pensais que c'était pas pressé. Donc, voilà, je suis pas non plus super fan de ce moyen de communication-là. En tout cas, ça réclame un peu de méthode aussi. C'est pas ça ne doit pas être le WhatsApp des copains comme on peut l'avoir. Parce que c'est un Ouais, outil quotidien aussi, donc il faut faire attention à ne pas avoir le même usage, quoi. Allez, sur exactement. les émotifs. L'avantage, c'est qu'on a des groupes avec par spécialité technique, hein, donc la mécanique, l'hydraulique, l'électronique, l'électricité. Et c'est vrai que ça a l'avantage, par contre, suivant le groupe dans lequel est le message, de tout de suite pouvoir contacter les personnes concernées. Dans le groupe, nous, en électronique, par exemple, il y avait Jeff Cuson. Il savait que là, il fallait, il était directement informé. Après, parfois, il répondait pas parce que c'était pas quelque chose qui le concernait, mais au moins, il est informé que sur cette chaîne électronique, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il faut, on va rester avec toi pour passer au deuxième thème qui est la partie gréement voile. Mes questions sont relativement simples à chaque fois. Un petit peu quel est le bilan global sur cette partie-là, évidemment stratégique sur un bateau de course? Quels enseignements vous tirez de ce tour à bord de Charal? Globalement, très bon pour ce qui est. Par exemple, on n'a eu aucun problème de hook et on sait que beaucoup d'autres en ont eu et on en a eu pas mal dans la préparation de ce Vendée Globe aussi. Donc, on est content d'avoir réussi à fiabiliser tout ça avant le départ. Voilà, pas de problème de drisse, pas de problème de gréement dormant non plus. On a eu un problème de bastac, mais c'était sur le courant de la bastac. Parce que notre expérience et celle de Jérémy fait que il fait très attention à ses lattes, très attention à ses câbles, tout est chaussetté, gainé. Voilà, c'est un peu de poids, mais de ce côté-là, pas de souci. Mais deux problèmes quand même majeurs qui sont liés à des gréements. C'est notre point de tir qui s'est arraché au début du Vendée Globe et qui a occasionné en chaîne ensuite le problème sur la bastac, agrémenté au même moment par la casse de safran, mais qui n'était pas directement liée à ça. Et puis, voilà, donc quand même toujours ce petit rappel, même sur une pièce qui travaille depuis 3 ans sur un bateau, qui a fait l'équivalent de 20 000 milles avant le départ du Vendée Globe, et ben, cette pièce, elle a décidé de casser au pire moment. Donc, c'était quelque chose de custom, hein, c'était pas une fourniture. Mais voilà, de temps en temps, ça marche pendant 3 ans et ça lâche là où il faut pas. Et donc, ce problème-là, et puis notre problème de J2, c'est vrai aussi que, vu les circonstances de ce redépart en dernière position, loin derrière tout le monde, Jérémy il a navigué avec une grande prudence, il a énormément pris soin de ses voiles. Malgré ça, on a eu un petit souci sur le J2, donc avec obligé de monter au mât. Et voilà, beaucoup de skippers ont rencontré ce problème-là. Donc, un petit peu déçu qu'on ait eu ça. La cause, elle est pas très très claire. Il y a eu un petit changement dans le tramage des voiles, mais pas dans le grammage. On est resté sur le même grammage qu'en 2016. On avait même plutôt un peu renforcé nos voiles, hein, sachant qu'on avait un bateau qui pouvait aller très vite. Et du coup, prendre des gros coups de frein, c'est contraignant pour les voiles. Donc, on a fait ça, mais bon, voilà, malgré tout, on a eu cette avarie qui n'est pas une petite avarie parce que obligé de monter au mât et du coup obligé de trouver la bonne fenêtre. Et du coup, impossibilité pour Jérémy d'utiliser son J2 pendant, j'ai plus en tête le nombre de jours exact, mais c'est autour de 3 semaines, quoi, 20-21 jours sans pouvoir utiliser son J2. Et l'obligation de monter en mât qui reste quand même une manœuvre très compliquée en solitaire sur ces bateaux-là. Donc voilà, un peu déçu qu'on ait eu ça, surtout qu'on pensait avoir fait les choses comme il fallait, mais voilà, parfois pas de chance.
Et du coup, l'objectif, les échanges avec Norse sont est bien sûr excellents. On travaille avec eux depuis très longtemps et pour encore longtemps, j'espère. Donc, on va repartir sur un tramage légèrement différent, un peu retour en arrière peut-être pour avoir des voiles un peu plus solides pour la suite. Mais bon, malheureusement, le zéro problème, ça n'existe pas sur des bateaux de course et des prototypes comme les nôtres. Romain, quel est le bilan à bord de Pure Best Western sur la partie gréement et voile? Je pense que tu as eu des soucis de grand voile assez vite. Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, j'ai eu des gros soucis. Alors, de hook, de mât, donc attention, parce que je sais que je crois que Carver a eu beaucoup. On a entendu parler de beaucoup de problèmes de hook et peut-être pas toujours de leur faute. Enfin, bref, donc, mais moi, j'ai pas eu de problème de hook sur mes hooks Carver. Mais j'ai eu des problèmes dans le mât. En fait, dans la première tempête Theta, là, qu'on a eu, la tempête tropicale, j'ai empanné accidentellement suite à une erreur. Et là, pour le coup, c'est nous qui avons fait l'erreur. C'est-à-dire qu'on a mal remonté la barre parce que le préparateur qui a démonté cette barre n'est pas revenu pendant le confinement parce qu'il était au sable. Et du coup, c'est un autre qui l'a fait. Et forcément, quand quelqu'un remonte un truc qu'il n'a pas démonté, c'est plus compliqué. Donc, il a mal refait et la barre est branchée, les vérins de pilote étant branchés sur cette barre. Comme ça a été mal remis, j'ai perdu des écrous. Et il y avait du jeu, donc le pilote ne savait plus barrer, il a empanné, j'étais sous riz 2, ça a cassé le riz, enfin ça a cassé le hook de riz. Et j'ai pas vu tout de suite, donc je vous la fais courte parce que c'est un peu long, mais il y a la partie sur le mât avec un petit téton qui vient décrocher, qui vient actionner le doigt, celui-là a cassé. Et ensuite, sur le chariot en lui-même, il est en deux parties. Et la partie basse qui a la commande avec la crémaillère et le doigt qui viennent rentrer dans le mât pour bloquer, a cassé. Ça, je ne l'ai pas vu. Et j'ai hissé la voile tout en haut et elle est restée bloquée là-haut. Donc, je me suis retrouvé arrivé dans le poteau noir avec une grande voile haute bloquée en tête que je ne pouvais plus affaler. Donc, j'ai dû monter. Il y avait pour le coup de la mer. Ça a été un cauchemar parce que c'est vraiment chaud. On s'entraîne tous avec nos systèmes. Alors nous, c'est un système qui a été créé par un alpiniste, par un guide de haute montagne, ça s'appelle l'Olivette, ce système-là, qui nous permet de monter en solitaire. On l'essaye au Trophée Mer Montagne qu'on fait chaque année avec les autres navigateurs. Et, le long d'un pylône, c'est une des épreuves et on se marre bien, même si en chaussures de ski, c'est un peu galère. On le fait ensuite à Port-la-Forêt ou à Lorient, à l'entraînement au ponton. Certains le font un peu en mer peut-être, j'aurais peut-être dû le faire quoique. Mais le faire dans 2 mètres de creux, c'est plus du tout la même chose. Et là, j'ai dû monter, couper les lashings et malheureusement, j'ai laissé le chariot là-haut. Donc ensuite, j'en avais un autre. J'ai pu rehisser ma voile à un riz. Je ne peux pas la hisser. Donc les derniers 30 cm ou 40 cm du mât étaient occupés par ce chariot. Et vu que c'est hooké, sur un bateau normal, on hisse la voile jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la hisser. À la limite, j'aurais pu la hisser quasiment jusqu'en haut. Mais là, je ne pouvais pas la laisser sur la drisse parce que la drisse est très fine et elle permet juste de hisser la voile. Mais ensuite, la charge repose sur le hook. Donc, je suis remonté une deuxième fois et j'ai pas pu l'enlever. Donc, bref, en gros, j'ai fait tout le tour du monde avec un riz dans la grand voile et je n'avais plus le deuxième riz. Donc, j'avais riz 1 ou riz 3, qui était très galère. Ensuite, dans le sud, j'ai mon petit Génac qui s'est déchiré plusieurs fois. Et là, c'était une erreur du voilier parce que c'était pas le bon gravage. Donc, la voile se déchirait petit à petit. C'était vraiment chiant parce qu'à chaque fois que je la hissais, j'avais une petite déchirure dedans, nouvelle. Je la réparais. Donc, pour réparer un Génac, il faut le dérouler à la main à l'intérieur du bateau. C'est délire, ça prend 3 heures, quoi. Le dérouler, réparer, le rerouler à la main. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est que rouler 250 mètres carrés de tissu. Enfin, c'est l'enfer. Surtout dans un bateau où on ne peut même pas étendre la voile. Déjà, c'est compliqué sur un plancher de voilerie, mais le faire avec la voile qu'on ne peut pas allonger sur toute sa longueur dans la soute avant, qui est l'endroit où il y a le plus de place, mais qui est l'endroit le moins confortable du bateau, parce que c'est là où on se fait le plus, où on saute le plus. Ça, c'était le délire. Et j'ai envoyé du coup le Grand Génac à un moment dans 23 nœuds de vent parce que le petit était en travaux. Et j'ai fait la manœuvre qui prend 1 heure à peu près. Vraiment compliqué. En pleine nuit, il fait 3 degrés et il y a 25 nœuds de vent. J'envoie le Grand Génac qui se déroule. Tout, je retourne dans le bateau en me disant bravo mec, good job. Et là, j'entends un bruit un truc qui pète. Et là, c'est mon safran qui remonte parce qu'il y avait trop de charge. Le bateau en panne et je déchire en morceaux le Grand Génac. Donc, plus de petite Génac, plus de Grand Génac. Et un riz dans la grand voile maximum ou 3 riz. Voilà comment j'ai fait le tour du monde. C'était Ça veut très dire quand même, compliqué.
on voit bien qu'en fait, il y a jamais, il y a rarement d'avarie directe en fait. Hein. On voit qu'au final, ton avarie de hook de GV, c'est entre guillemets la photo confinement. Hein. Il y a une sorte d'effet papillon, le battement d'aile le battement d'une aile, de l'aile d'un papillon, qui au final te fait avoir Un un tremblement problème de terre. de GV, quoi. Il y a jamais de, c'est rarement le matériel qui casse lui tout seul. C'est comme ce que tu viens de raconter sur tu n'as plus de petit Genac, tu mets un grand Genac, du coup le safran c'est trop chargé pour le safran, du coup ça remonte, du coup il éclate, quoi. On voit bien à quel point il y a une sorte d'enchaînement un peu systémique à chaque fois qui est important. Du coup En fait, comment ces bateaux sont quasiment trop gros. Tu sais, c'est le problème de ces bateaux. Pardon, je te coupe, mais ces bateaux sont trop gros pour un mec tout seul. Donc, tout prend des proportions énormes. Et c'est pour ça aussi, ce qui est difficile. En gros, le Vendée, c'est une galère par jour. Et si on ne la traite pas tout de suite, elle prend effectivement, comme tu dis, des proportions énormes. Et là, elles sont plus gérables. Donc, il faut bien connaître son bateau. Et c'est aussi pour ça que ces bateaux ne sont pas donnés à des néophytes. C'est qu'il faut anticiper toute cette casse-là. Comme disait Pifou, c'est des protos. On est obligé d'aller un peu à chaque fois à la limite de la technologie, parce que sinon, on n'avance plus. Et donc, ça crée des problèmes. Et ces problèmes-là, si on ne les gère pas immédiatement, après, ça devient, c'est plus gérable, quoi, quasiment. Hein. Jean-Charles, sur Apicil, dans ce secteur-là, côté gréement, voile, hook, est-ce que vous avez eu des enjeux particuliers? On n'a pas Damien est rencontré monté en tête de main, hein, comme beaucoup. Ouais, pas mal de fois, mais c'était plutôt sur des problèmes, comme je disais tout à l'heure, Électronique, ouais. d'aérien, Voilà. enfin des problèmes de câbles d'aérien. Oui, on précise. Du coup, en fait, on n'a pas rencontré pendant la course de problèmes sur le gréement dormant. On a observé une zone de ragage au retour à terre. Donc ça nous permet justement de bien valider nos positions de surgaine de câbles pour la suite. Donc ça, c'est intéressant. Concernant, on n'a pas rencontré de problème de hook. Je sais que Damien, il est assez focus là-dessus, sur l'utilisation des hooks. Hein. C'est pareil, hein, c'est du matériel qu'il faut utiliser correctement. Et je sais que lui, il a vraiment ça en tête, hein, que voilà, l'utilisation des hooks, c'était important et que ça peut souvent venir d'un problème d'utilisation. Donc, ça, c'est une chose. Concernant le gréement courant, rien de plus que ce qui peut arriver sur un Vendée Globe, donc ça, c'est normal. Concernant les voiles, Damien, il a eu un peu le même souci que Romain. Je viens d'apprendre d'ailleurs que Romain avait eu des problèmes de voile. Donc, il a cassé son petit Genac dans le sud de l'Afrique. En fait, il a fait une journée à 488 000 en bâbord, avec pas mal de… Voilà, ça allait bien, et donc avec un bon angle par rapport à la mer, et au moment d'empanner, donc Damien en panne, il se retrouve avec un angle de la mer très différent, et donc une glisse qui n'était pas du tout la même, et le bateau, en fait, dans un gros planté en bas d'une vague, en fait, donc forcément une augmentation du vent apparent, la voile a explosé, mais voilà, on était vraiment au d'orange de l'utilisation de cette voile-là. Ensuite, on n'a pas rencontré de problème de J2, parce qu'en fait, le J2, il a déroulé au Cap Horn, il était neuf, parce qu'on avait fait le choix d'avoir une voile qui avait la même surface que le J2 pour le sud, avec un point d'écoute très haut, ce qui a permis, justement, c'est partie de nos choix, on ne voulait vraiment pas faire de J2 dans le sud pour conserver le J2 et avoir un J2 neuf pour la remontée de l'Atlantique. Donc ça, c'était intéressant, et ça s'avère que c'était une surface et une triangulation de voile vraiment adaptée à l'océan Indien. Ça, c'était important. Et puis, quelques jours après, en fait, comme on avait justement cette voile-là, on devait avoir un très grand Genac pour pallier le manque d'une autre voile. Et du coup, une voile qui est dure à rouler. Et donc voilà. Et donc, en fait, le grand Genac est décédé aussi quelques semaines après. Donc voilà, mais en fait, avec le J1 et l'autre voile, là, Damien a réussi à sauver les meubles dans le sud, mais ça a manqué parfois. Mais sinon, voilà, RS. Très bien. Alors, on va passer. Ouais. J'ai entendu quelqu'un qui voulait prendre la parole. Non, pardon. Alors, du coup, on va passer au troisième dossier parce que le temps file. Et on va essayer de prendre quelques questions à la fin sur la partie plutôt vie à bord, vie quotidienne. Alors, ça englobe un très grand nombre
de dossiers, l'ergonomie, le sommeil, la nourriture, qui ne sont pas forcément des dossiers très, très techniques, mais qui relèvent souvent comme du domaine de la gestion de l'équipe technique et qui peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes. Pierre-François, chez Charal, est-ce qu'il y a eu des dossiers particuliers sur ce côté un petit peu vie quotidienne à bord? L'équipe a quand même une grosse expérience en matière de Vendée Globe désormais. Est-ce qu'il y a des petits détails encore qui n'avaient pas été traités? Est-ce qu'il y a eu des enjeux particuliers? Oui, il y en a, il y en a toujours. Ceux qui ont suivi un peu la vie de Charal, vous avez vu que la casquette n'a fait que s'agrandir à chaque chantier, jusqu'à couvrir totalement le cockpit. Et ça, c'est quelque chose que Jérémy a bien apprécié. Maintenant, je pense que les deux plus gros problèmes que Jérémy a rencontrés et ceux sur lesquels il nous pousse à travailler, et c'est pas facile, c'est le bruit des foils. C'est quelque chose de vraiment invivable à long terme. C'est-à-dire qu'une transat, ça passe encore. Quoi qu'à l'arrivée de la Jacob, ça commence à être un peu long, mais vraiment avant des globes, il n'en pouvait plus. Donc, on essaie d'améliorer ça. Mais bon, quand on cherche la performance, la vibration et le bruit des foils, c'est ce qui vient quand même en dernier. Et puis la partie humidité permanente, quoi. Donc, même sur un cockpit complètement fermé, enfin même, je dirais peut-être surtout sur un cockpit complètement fermé, avec la fermeture textile qu'on a derrière, ça manque d'aération et du coup, il nous pousse aussi à travailler un petit peu là-dessus, c'est de trouver une solution pour aérer la zone de vie. Je me demande d'ailleurs comment fait Alex et ça serait bien de lui poser la question parce que lui il doit avoir ce problème-là aussi en version plus parce que voilà, il faut ramener de l'air et sans ramener d'eau, quoi. Donc voilà, pas mal c'est ça les deux plus gros soucis. Sinon, nous, notre cahier des charges pour la construction de Charal, enfin le cahier des charges qui était donné par Jérémy, c'était d'essayer d'être le plus proche possible des manœuvres, même quand on est en train de manger, même quand on est en train de dormir, même quand on est en train de travailler, enfin de faire la nave. Et là, cette position centrale là lui a bien plu, mais c'est pas encore comme dans un ultime, on va dire. On a d'autres contraintes de stabilité, etc. Donc on cherche à mettre les choses le plus bas possible dans le bateau. Et voilà, donc on cherche à améliorer un petit peu ça aussi. Cette année, c'est une année double, donc c'était pas en haut des priorités de la job list du chantier d'hiver, mais pour préparer la suite et notamment la route du Rhum, on est en train de faire un peu quelques simulations là en 3D pour essayer de faire une zone de vie qui lui conviendrait mieux, donc qui soit aéré et ergonomique, c'est-à-dire en fait la différence majeure, c'est que jusqu'au Vendée Globe 2016, on matossait beaucoup et du coup, il n'était pas question de dormir sous le vent. Voilà, c'était vraiment important pour la performance. Avec les foils aujourd'hui, le matossage devient secondaire. Les voiles sont matossées, mais le reste, c'est un peu moins important. Et du coup, on peut se permettre de faire des zones de vie peut-être plus centrales et pas forcément d'avoir une bannette d'un bord sur l'autre. Et donc, du coup, créer une zone de vie qui permet d'avoir tout à portée de main. Et c'est ce qu'a choisi de faire Alex en y allant à fond, parce qu'après, dans le cahier des charges de Jérémy, la vision sur les voiles et la possibilité de sortir, la vision sur l'arrière aussi, de voir son sillage chez Bastac, c'est quelque chose qui est important pour lui. Donc, la zone de vie centrale ne lui correspondait pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait sur Charal et c'est pour ça qu'on n'a pas copié ensuite au chantier suivant. Très bien. Romain, ton futur bateau sera-t-il totalement différent de l'actuel en termes d'ergonomie et de confort du marin? Ouais, on parlera plus tard du coup. C'est un autre dossier, mais là j'ai un bateau un peu moins rapide que Charal, donc oui, ça c'est plus vivable. Mais j'avoue, et je suis pas la bonne personne à interroger parce que je gère ça très mal. Mon précédent bateau, c'était mal géré parce que j'avais pas beaucoup de casquettes dehors. Là, cette fois-ci, j'avais essayé de faire mieux, mais j'avais quand même enlevé la grande qui était très lourde quand j'ai eu ce bateau. Et à l'intérieur, dans mon bateau, il y avait un satellite quand il a été construit, c'est-à-dire que la table à cartes était mobile avec une espèce de gros meuble en carbone derrière dans lequel on matossait tout. Et ça permettait de plus matosser, il y avait juste à basculer le meuble. Par contre, ça pesait un âne mort et c'était
pas si simple que ça à utiliser. Donc, j'ai tout enlevé. Donc, le bateau, en fait, j'ai passé 3 ans à l'alléger, c'est-à-dire enlever quasiment tout. Et donc, confort, galère. Je me rappelle la route du Rhum, j'avais même pas d'endroit pour dormir quasiment. Donc, ça va être mon prochain dossier sur le prochain bateau. Je vais essayer de faire un peu plus gaffe. Là, j'avais même acheté un super matelas, mais j'arrive pas à dormir. Moi, je dors mieux dans un pouf finalement. C'est important la vision sur les voiles, sur le sillage et sur le mât et regarder devant aussi. Moi, je matos, donc ouais, c'est pareil. C'était pas. Bon, je passe mon tour là-dessus. Jean-Charles, sur Groupe Apicil, le bateau a subi un très gros chantier, hein, avec un roof complètement changé, des évolutions dans les descentes. Parce que du coup, justement, cette partie confort ergonomie, est-ce qu'elle a donné satisfaction sur ce Vendée? Bah, oui, c'est clair. Avant le bateau, en fait, il y avait 2 roufs et il y avait une rivière à saumon au milieu voilà, c'était un geyser, on va dire, complet dans le cockpit. Donc, en fait, on a fait un trou cet hiver de 30 mètres carrés dans le pont. On a découpé en fait tout autour des roufs et on est venu greffer une enveloppe avec un nouveau roof central cette fois-ci. Avec pas de casquette en fait au début parce qu'on voulait naviguer avant de savoir ce qu'on souhaitait faire comme casquette. Il s'avère qu'on n'a pas beaucoup navigué. Mais bon, on a quand même mis à l'eau le bateau sans casquette. Et au mois d'août, du coup, on a fait une rallonge de casquette. On a un peu copié sur Charal. Je trouvais ça sympa, l'histoire. Enfin, je trouvais ça sympa. On trouvait ça sympa, les oreilles de chat là, sur les côtés. Et on trouvait ça plutôt pratique, surtout. Et donc, on a essayé de s'en inspirer un peu. Et voilà, on a fait ça un peu à main levée. Avec un moule en bois sur le bateau et donc un moule mâle et donc du coup voilà, on était assez content du résultat avec une casquette au milieu en semi-souple avec une structure tubulaire et de la toile, on va dire de la toile au milieu. La toile a vraiment bien tenu, on était hyper content de ça. On l'a même pas eu à la retendre cet hiver là, donc voilà, c'était pas mal. Donc, on était assez content là-dessus. Et puis sinon, tout ce qui est vie à bord, on avait récupéré le siège. En fait, Jean Lecam avait racheté le bateau, donc le même bateau que le Foncia de Michelège. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du siège de veille qu'avait Michelège sur ce bateau. En fait, Jean l'a donné à Damien. Et nous, on l'a adapté à bord du bateau, en fait. Et c'est un siège qui va à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On était assez focus sur les masses et du coup, on a remarqué, on voulait utiliser les mêmes sièges. Donc voilà. Et donc, ça, c'était intéressant. Du coup, Damien, il avait une bonne posture à la table à cartes parce qu'on a une table à cartes vraiment très, très minimaliste ou avec pas de siège et vraiment autour d'un tube, en fait, qui a l'ordi qui est branché sur un tube et qui est vertical. Et donc, voilà. Et puis sinon, sur tout ce qui est avitaillement, mise en sac, gestion du matosage. On s'y est pris tardivement, mais on a mis une personne dédiée à ça pendant plusieurs semaines et qui a fait un gros travail jusqu'à 2 jours avant le départ. Et donc, voilà, on était assez contents du résultat. Après, sur la partie vraiment détail de l'avitaillement, alors sans parler du spare, je pense qu'on avait pris beaucoup de spares parce que Damien, parce qu'on voulait vraiment pas avoir de problème à ce niveau-là. Et par contre, concernant l'avitaillement, la nourriture, on n'a pas encore débriefé. Ça, c'est vraiment la partie de Damien. C'est vraiment lui qui s'organise tout seul comme un grand à ce sujet-là. Ça marche. Encore 2 petites questions. Parce qu'à nouveau, le temps file. On va dépasser un tout petit peu le timing si vous nous y autorisez tous. Justement, je voudrais qu'on se projette un petit peu dans l'avenir et sur les différents projets, même à court terme, que vous mettez en œuvre. Du coup, c'est quoi les priorités du point de vue technique et c'est quoi les principaux les dossiers les plus importants pour vous qu'il faut désormais travailler pour améliorer encore la perf du bateau? On commence avec toi, Pierre-François. Nous, on cherche à pas mal travailler sur les voiles. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup progressé, je pense, entre 2018, notre première année, et 2019. On a fait 0 modification sur le bateau en 2019 et on a travaillé pas mal sur les voiles. 2020, on a arrêté
l'évolution pour pour être le maximum fiable au départ du Vendée. Hein. L'objectif de notre projet, c'était 0 modification la dernière année. On en a quand même fait au final et ça nous a pas forcément réussi d'ailleurs. Donc, je pense que c'est bien de garder ça en tête, de pas faire de modif la dernière année. Du coup, c'est un axe d'amélioration. Ensuite, et puis la jauge aussi nous ouvre des possibilités parce que la quête de mât va être, on va pouvoir aller. Avant, on était limité à 4 degrés de quête. Maintenant, on va pouvoir aller à 6 degrés de quête. Donc, du coup, on va retailler les voiles pour accepter cette quête. Et en profitant, on refait deux voiles neuves cette année. Donc, on va faire ces 2 voiles à la nouvelle quête. Et ensuite, sur côté appendice, on n'a pas de modification de prévu. Il y a juste une évolution de jauge en fait aussi qui limite la taille des foils. Et si on est au-dessus de la limite, on n'a pas le droit de faire la modification de quête. Donc il y a des petites modifications légères à faire pour que les foils passent bien dans la limite maximum autorisée. Et puis après, c'est ergonomie et voilà. Après, on est dans la partie accastillage, hein, donc on va pas parler de design, mais il y aura quand même une petite surprise côté design à la mise à l'eau de Charles. Très bien. Merci pour le teasing. Romain, c'est quoi les dossiers sur le haut de la pile en termes de projection pour toi? Je vous dis, nous, c'est un peu différent parce qu'on change de bateau. Donc, on a tout un nouveau bateau à découvrir avec des foils. Donc, il va falloir. Voilà, on a pas mal de boulot. Tu disais, je crois que Seb était là tout à l'heure et Seb Marseille qui travaille avec moi. Et voilà, on a tous les deux un bon job là-dessus pour apprendre à faire marcher un bateau comme ça. Pour nous, c'est notre priorité. Et sinon, vraiment plus largement, et je le disais tout à l'heure, pour moi, une des priorités à développer parce que c'est plus tenable, c'est d'arriver à regarder là où on va, quoi. Donc, Oscar, oui, mais peut-être d'autres systèmes aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus avec ces bateaux si larges, avec ces grands foils, plus comme ça ratisse, c'est plus possible de naviguer à 25 nœuds en se disant si dans 5 minutes je tape un truc, je m'explose dans la cloison de devant, quoi. Je peux vous dire que c'est assez dur à vivre en mer, ça. Pour moi, c'est ce qui a été le plus. On me demande souvent ce qui fait peur. Moi, c'est avant tout ça. Jean-Charles, sur Groupe Apicil, c'est quoi les dossiers à venir? Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Ouais, si on rentre vraiment dans une réaction au premier point là, de notre débrief qu'on a fait là, sur l'électronique, tout ça, c'est vraiment essayer de travailler, continuer à travailler sur les modes dégradés, notamment quand on a des pertes de certains capteurs. On avait une gestion de la redondance du matériel, la redondance qui était, je pense, pas très adaptée, aussi peut-être, je pense, par manque d'expérience sur le Vendée Globe de l'équipe en général. C'est pour la partie un peu par rapport au point qu'on avait évoqué juste plus tôt. Et après, sur la partie plutôt générale, en fait, on a beaucoup travaillé sur ce bateau, que ce soit en 2019 et 2020. Et je rejoins Pifou quand il dit qu'on ne peut pas modifier le bateau une année avant le Vendée, enfin l'année du Vendée Globe. Bon, nous, on était un peu obligés de le faire, mais franchement, si on garde un truc en tête, c'est vraiment la sérénité à avoir au moment du départ. C'est vraiment aller dans la navigation, quoi. Donc, voilà, si on a un truc, on veut naviguer et naviguer beaucoup, et c'est la clé de la réussite d'un Vendée Globe. Voilà. Jean-Charles, je te garde un petit peu avec la dernière question que je vais vous poser à tous les trois, qui est une question assez précise. C'est une question d'Olivier Douillard, qui est bien sûr intéressé, mais qui, je pense, est quand même très intéressante. Est-ce que vous allez vous appuyer, ou est-ce que vous vous appuyez déjà, est-ce que vous êtes en train de vous appuyer pour vos débriefings sur les datas? À quel point aujourd'hui, à vos niveaux respectifs, les datas ont pris de l'importance justement dans cette partie débriefing? Ouais. Donc, sur Groupe Apicil, on a beaucoup travaillé sur les datas en 2019, moins en 2020, parce qu'on n'a pas beaucoup navigué, on était focus sur plus sur la partie ergonomie, et voilà, surtout parce qu'on a moins navigué.
Sur la partie data, pour le débrief du Vendée Globe, oui, c'est en projet. On est un peu en retard à ce niveau-là. Enfin, on n'a pas commencé parce qu'on avait d'autres priorités. Et donc, l'idée, oui, c'est de s'appuyer sur les data pour faire un débrief, effectivement. Romain? Oui et non, c'est-à-dire qu'encore une fois, là, je pense qu'on on se concentre pas du tout là-dessus parce qu'on a une autre priorité maintenant. Mais oui, c'est un truc qui est primordial sur les bateaux aujourd'hui et ça va bien nous servir, notamment pour découvrir le nouveau bateau. Donc, repose-moi la question dans 6 mois. Tu auras un petit package data avec le nouveau bateau. Oui, ça c'est carrément, oui, ça fait partie de la fourniture. C'est clair que c'est essentiel. Et du coup, je me permets, quand est-ce que tu nous annonces ce nouveau bateau? Bon, il a déjà été annoncé, enfin pas annoncé, mais j'avais pas mal fuité. Mais je me dois pour les partenaires d'attendre début mai, le 10 mai. Le 10 mai. 10 mai, il sort de l'atelier. Très bien. Ouais. Pifou, sur la partie data chez Charal, j'imagine que vous avez dû en cruncher un petit peu. Ouais, en fait, je pense que je vais vous décevoir un petit peu, mais on travaille énormément sur les datas en amont des courses, sur les entraînements, etc. Tous les soirs, ça donne lieu à un débriefing. Enfin, débriefing n'est pas forcément le soir, parce que c'est peut-être 1 ou 2 jours après, mais voilà, on travaille énormément là-dessus. Mais en fait, sur le Vendée Globe, pas trop, parce que il y a le Vendée Globe, c'est une course point de vue performance qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a les problèmes techniques, il y a les problèmes, le fait d'être en solitaire pendant si longtemps, donc la fatigue du skipper, etc. Et au final, on est loin des pourcentages polaires. D'ailleurs, on l'a bien vu cette année, à tel point qu'il y a eu pas mal de retours en disant ah là là, vous naviguez pas du tout au polaire annoncé. Quel est le problème? Le problème, c'est juste que c'est une course longue, c'est une course à élimination. Et surtout quand on repart derrière, comme l'a fait Jérémy, on n'a pas tellement d'intérêt. Enfin, on voit bien qu'il n'a pas du tout été au pourcentage polaire maximum du bateau, pas du tout. Enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on utilise le bateau sur un Vendée Globe. Donc c'est pas non plus comme ça c'est pas non plus ces datas qui sont les plus intéressantes pour progresser. Donc les datas sont bien entendu étudiées, mais c'était aussi en priorité 2 et d'ailleurs ça a même débuté que cette semaine. C'est Nicolas Andrieux qui est responsable de cette partie-là et c'était sur son planning à partir de cette semaine seulement. Il y avait d'autres priorités avant. Et du coup, l'objectif, c'est surtout de sortir les états de mer parce que c'est ça qui est très intéressant sur un Vendée Globe. C'est les états de mer rencontrés dans les mers du Sud, on ne les rencontre pas ailleurs. Donc, essayer de comprendre aussi dans les états de mer pourquoi le bateau n'a pas non plus été au maximum de son potentiel dans ces mers-là. Et voilà. Donc pour la suite, on voudrait vraiment essayer de travailler là-dessus. Mais par contre, on n'est pas sur le pourcentage polaire ou sur l'angle de vent apparent précis au degré ou les ranges de voile précis à 5 degrés de vent parce que c'est le vent sur le Vendée Globe, les voiles sont pas du tout utilisés dans le range dans lequel ils sont utilisés sur une Transat Jacques Vabre ou sur une route du Rhum. C'est un exercice différent. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. On a largement dépassé le timing, mais c'était très, très riche. Donc, ça aurait été dommage de vous interrompre en cours de route. Merci à tous les trois. Puis, je vais passer la parole à Carole pour une petite conclusion. Oui, écoutez, merci à tous. Nous arrivons au terme de ce Visio Café, qui sera prochainement accessible donc, sur la chaîne YouTube Eurolage Innovation pour ceux qui veulent la revoir ou la partager avec des gens qui ne l'auraient pas vue. Juste quelques mots pour vous dire, vous pouvez continuer à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, par Internet et puis également sur la page voile de chez BDI. Et puis, nous avons également une newsletter qui s'appelle la newsletter Bretagne Sailing Valley News, à laquelle vous pouvez vous inscrire. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'on vous donne rendez-vous en mai pour un 3e Visio Café qui va être consacré à la Coupe de l'América. La date n'est pas encore calée, ce sera le 5 ou le 26 mai. On fera un débrief technique de la Coupe de l'América. Donc, on vous tiendra au courant, vous recevrez un mail pour vous inviter à vous inscrire. Voilà, merci encore à tous de votre participation. Merci infiniment à tous nos intervenants. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup.
Salut, Merci, à bientôt, au revoir. Merci, au revoir.